Bonsoir. Voilà, c'est notre première rencontre. De la saison. En espérant qu'on pourra en faire plein d'autres. On a déjà un programme bien rempli, puisque la prochaine rencontre aura lieu dans un mois, enfin pas tout à fait, 3 semaines avec Sarah. Et donc, on est très heureux d'accueillir ce soir Julia, qui devait venir la semaine où on s'est retrouvés confinés. Donc, avec Dominique, symboliquement, on s'est dit que vraiment, c'était bien que Julia puisse revenir. Voilà. Et, sur un livre formidable que moi j'ai beaucoup aimé. J'avais lu en service de presse un petit peu avant sa parution. Et voilà, je vous laisse découvrir le livre. C'est un livre à la limite du fantastique, enfin le fantastique et rentre dans le quotidien. Voilà, que j'en peux. Merci. Deuxième introduction. Oui, donc sous les couvertures, puisque c'est en collaboration entre notre librairie adorée et puis notre association Sous les couvertures, à laquelle appartiennent également les libraires, Gilles et Catherine. Donc, on organise tout un tas d'activités. Et puis, on est à la recherche, comme les entomologues, comment ceux qui cherchent les petites bêtes. Enfin, bref, on fouine pour trouver des auteurs. Et donc, il y a un lieu, alors on va au Maghreb des livres, et on va régulièrement à la fête de l'humanité ces dernières années pour essayer de rencontrer, donc on regarde le programme, et puis on assiste aux tables rondes, et puis il y avait une table ronde, justement, il y avait Julia Deck. Le débat nous a plu pour les 3 participants, c'était 3 femmes donc, et puis on s'est dit, bon, ça serait bien que... On a lu avec Agnès et puis moi-même le livre, et tout le monde était partant, puisque Catherine était déjà enthousiaste, comme elle l'a montré. Et puis voilà que, un Macron qui a été même pas au courant de notre rencontre du 17 mars, n'en a pas tenu compte, et puis le 15 a décidé du confinement, et 2 jours avant, alors vraiment on avait essayé de la tenir, vraiment jusqu'au dernier moment, et puis avant, au désespoir. Donc, nous voilà ce soir, et puis, et très heureux d'être là. Alors, pour commencer, je dirais que si tous en ont apprécié la qualité de l'écriture, il y a parmi les lecteurs que nous avons rencontrés, certains que le roman a mis mal à l'aise, a dérouté, agacé, irrité, questionné, troublé, voire j'en ai rencontré une certaine qui l'a qualifiée de superficielle. Bref, déjà une qualité essentielle de poil à gratter pour ce roman, mais les questions de l'assistance à la fin de l'entretien permettront, comme nous le souhaitons, de revenir sur tout cela. Alors, avant de questionner Julia pour que chacun d'entre eux s'immisce dans l'ambiance du roman, elle va nous lire les premières phrases de son roman. Voilà, donc j'ai préparé, tu vois, avec un stabilo, il y a les limites. Voilà. Eh bien, bonsoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là, parce que, en effet, on aurait dû se voir il y a quelques mois. Et puis, j'ai recommencé, en fait, depuis le début de la semaine, c'est ce que je disais à Dominique, depuis lundi soir, je fais une rencontre tous les soirs, c'est des choses qui ont été reportées. J'ai l'impression que... Pardon. Oui, j'ai l'impression que la vie de rencontre reprend aussi très, très agréable, même masquée. J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat. En général, et en particulier quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'était avril déjà, 6 mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilaient sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits, et le gazon poussait de rue des 2 côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagné à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées, et parmi elles les bourgeons gonflés à bloc, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Tu avais réfléchi à tous les détails pour oxyre le gros bouquin.
On est dans l'ambiance. Donc, alors une question moi, que je pose toujours, il y a une réponse ou il n'y en a pas. Pourquoi ce livre? Ce livre, il avait une nécessité immédiate. Je pense que j'ai fait 4 livres, et c'est le seul où il y avait une nécessité autobiographique. Après, je me défends, ce n'est pas un livre autobiographique, mais en même temps, je sais que plus l'auteur se défend, moins on le croit. Donc, voilà. Non, j'ai moi-même expérimenté ce mouvement. Donc, l'histoire du livre, c'est un couple de Parisiens, 50 ans, ils ont toujours vécu dans le 75. Ils voient approcher la retraite de loin, ils se disent on va acheter une maison, on aura de l'espace, on aura de l'air, on aura une meilleure vie, on aura des panneaux solaires, enfin voilà, on vivra dans de bonnes conditions. Et ils achètent sur plan dans le lotissement de leur rêve un truc super écologique, sur le papier tout va bien, et évidemment au bout de 6 mois, ils sont devenus des meurtriers de chats en puissance parce que ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était le mur mitoyen, et enfin voilà, ce qu'ils avaient rêvé sur le papier tourné au cauchemar. Moi, j'ai pas vécu tout ça, hein, mais j'ai quand même expérimenté un mouvement similaire. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, dans un quartier où j'ai grandi dans le 20e, qui à l'époque était un quartier populaire où on pouvait vivre avec très peu d'argent. D'ailleurs, mes parents avaient très peu d'argent. Et je me suis retrouvée chassée de la ville simplement parce que c'est maintenant une ville de riches. Et enfin voilà, j'ai plus les moyens. Moi, j'ai pas spécialement envie de partir parce que je considérais que j'étais chez moi et puis je suis d'un naturel sédentaire. Et voilà, donc le 20e arrondissement, ça m'allait bien, toujours à 40 ans. J'étais plus chez mes parents quand même. Et voilà, donc j'ai exploré ce mouvement de sortie des villes, et puis j'ai observé et vécu des choses qui m'ont pas plu. Et le livre est parti. D'accord. Alors il y a un moment dans le livre où tu évoques le personnage, le mari, qui est en train de lire un livre d'anthropologie. Il y a une référence, alors je ne sais plus sur quoi porte-là. C'est un livre d'Éric Chauvier, qui est pas, je crois que le titre n'est pas cité, mais ça pourrait être Contre Télérama, par exemple. Où qui est contre Télérama, ça ne va pas du tout de Télérama, mais il a des pages cinglantes contre les écoquartiers, et notamment, alors lui il est plutôt autour de Bordeaux, mais il raconte qu'on rase des forêts pour construire des maisons en bois pour les bobos, quoi. Et donc le mari dans le livre pourrait être en train de lire ce livre. Oui, alors justement, c'est un roman, c'est absolument un roman, propriété privée, mais ça fait un peu quand même, il y a un travail d'anthropologue, justement, des bobos. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord, l'exception, à cela près que je me suis interdit d'utiliser le mot bobo, parce que c'est un mot. Alors d'abord, on est toujours le bobo de quelqu'un d'autre, et il y a assez peu de gens qui se définissent comme bobo. Oui, il y a des gens qui disent ça un peu par un ton un peu bravache, mais bon, c'est toujours très difficile. Est-ce que le bobo, c'est celui qui gagne 6 000 € par mois à la télé, ou est-ce que c'est l'intellectuel précaire? Enfin voilà, on a tous des définitions très très différentes. Et je me suis dit que j'allais pas employer le mot une seule fois dans le livre, d'autant plus que Coppola, donc le réalisateur, dans Le Parrain 1, Le Parrain 2, Le Parrain 3, n'a pas une seule fois employé le mot mafia, alors que c'est le seul sujet de la trilogie. Donc moi, je n'allais pas employer ce mot qui est le cœur même du livre. Donc Claire, tu as été influencée par Coppola? C'est que, oui, sans doute. Oui, c'est des films qui m'ont marqué, donc c'est un infiltré. Non, mais il y a cette scène, donc là, ça commence par l'hypothèse du meurtre du chat, mais dans le Parrain, je crois que c'est le Parrain 2, il y a cette tête de cheval qu'on retrouve au fond du lit, donc oui, sans doute. Il y a plus d'influence que je ne pense. Oui. Le chat n'est pas décapité dans le livre, je précise. Oui, alors c'est vrai que le terme bobo, enfin moi je l'utilise effectivement rarement, sauf que j'aimerais bien qu'on trouve le mot qui évoque cette fraction des classes moyennes. Hein.
Donc, bon, il y a j'utilise fréquemment le terme de la petite bourgeoisie, mais c'est tellement englobant que là, c'est quand même une catégorie bien précise que tu vises dans le livre. Alors, les gens qui emménagent cet écoquartier, il est livré à 8 familles en même temps. C'est 4 maisons mitoyennes avec 4 maisons mitoyennes en face. C'est des gens qui sont assez, en tout cas, le couple principal, la femme qui parle dans le premier chapitre, ils s'extraient tout de suite du reste. Enfin, ils s'intègrent pas, ils cherchent pas à s'intégrer. Mais en tout cas, c'est quand même je dirais que c'est le même niveau de richesse. Le truc qui les rassemble tous, c'est qu'ils ont tous de l'argent, ils partagent tous les mêmes valeurs écologiques et ils sont ouverts d'esprit sur le papier. Il y a notamment un personnage qui exprime tout fort qu'elle vote pour le Front de gauche, pour Mélenchon. Elle cite Mélenchon à plusieurs reprises. Le seul truc, c'est que ces comportements sont visiblement en contradiction totale avec ces discours. Et c'est des gens qui ont été tous à peu près chassés de la ville parce qu'ils étaient plus assez riches pour y rester, mais qui, une fois arrivés en banlieue, se comportent comme des conquérants parce qu'ils sont plus riches que la population qui vit là depuis plus longtemps. Enfin voilà, c'est ces écoquartiers qui sont implantés dans des banlieues modestes, souvent ouvrières, et voilà, donc ils reproduisent les comportements dont ils étaient eux-mêmes victimes à la ville. Oui, alors c'est là où ton livre est quelque peu dérangeant, parce que bon, on est continuellement un mouvement de va-et-vient entre des gens qui se réfèrent vaguement à un certain nombre de valeurs, la promotion de gestes écologiques, on va installer un système de récupération des eaux usées pour servir de complément à la production de chaleur, mais chasser le naturel, il revient au galop, et puis on a affaire à des individus dont les valeurs sont justement extrêmement superficielles. Et donc il y a un caractère quand même très, très dérangeant, parce qu'autour de nous, c'est aussi le panorama de tout un tas de gens qu'on a autour de nous. Oui, et puis, alors là, pour le coup, je ne me mets pas en dehors de l'hypocrisie, c'est peut-être un mot un peu fort, mais avant le confinement, le sujet qui occupait toutes les conversations, c'était enfin l'environnement. Parce que ça fait des années qu'on sait que, et puis là, c'est comme s'il y avait une urgence, ça devenait brûlant. Et il me semble qu'il faut en parler parce que il y a tellement d'affichage, y compris publicitaire, autour des valeurs environnementales, mais en même temps, pardon, j'ai dit en même temps. Non, mais Macron, quoi. J'avais juré d'arrêter de dire en même temps, mais j'ai perdu mon fil. Oui, non, ces valeurs environnementales, on peut vouloir faire le mieux et en même temps, nos conditions de vie rendent ça impossible. Il faut quand même qu'on aille travailler, et pour aller travailler, il faut quand même utiliser un transport en commun qui pollue. Et il me semble qu'on est tous pris dans ces contradictions permanentes où, on veut une maison écologique avec des panneaux solaires et produire des énergies renouvelables, c'est super, mais en même temps, les panneaux solaires, c'est fait dans des matériaux dégueulasses et au bout de 20 ans, il faut les jeter et on les envoie en Afrique dans des décharges à ciel ouvert. Enfin voilà, donc c'est cette espèce de non-sens écologique permanent. Et il y a l'hypocrisie des comportements de certains personnages, mais je veux pas non plus me donner l'impression de me mettre dans une position surplombante, parce que moi-même j'essaie de faire pour le mieux et je me rends compte que j'y arrive pas du tout et on est tous pris là-dedans.
Et c'est un mouvement, on a beau dire, il faut réduire les émissions de CO2 de, je sais pas, 30% d'ici 5 ans. On n'y arrivera pas, mais peut-être que c'est en pointant ces contradictions et en les faisant surgir qu'on finira par faire mieux, quoi. Non, mais c'est pour ça que ton livre est un livre très politique. Ben, j'espère, un peu comme les autres, à vrai dire, mais je pars pas dans l'idée que je vais faire un livre politique parce que mon moteur pour l'écriture, c'est les personnages et la situation. Vraiment, ça c'est le moteur d'écriture. Mais il est vrai que moi je suis très très en colère. Il y a plein de choses qui me mettent très en colère dans la vie de tous les jours. Le livre, le roman, c'est une manière de travailler la vie de tous les jours. Et j'ai pas du tout envie de laisser ça de côté. Au contraire, moi, je trouve que ça se noue ensemble, en fait. On va faire une petite pause de lecture. J'ai pas mis de stabilo, mais... La bétonnière continuait de tourner, produisant toujours plus de matière gluante. Mais à la fin de la journée, les deux hommes avaient fini les grosses œuvres. Ils ont lissé la dalle à la taloche et fait leurs adieux. Nous sommes descendus au jardin. Un nuage épais flottait autour de nous, maintenu en l'air par la chaleur. En toussant, nous avons examiné les dégâts, nos possessions couvertes d'une substance poisseuse, l'herbe pétrifiée sous la poudre de ciment. Arnaud avait beau dire, il serait impossible de nettoyer, si tant est qu'il n'en ait jamais eu l'intention. Arnaud, c'est le voisin. Oui, alors justement, tu disais tout à l'heure que toi, personnellement, tu ne te mettais pas en dehors du champ de tous ces personnages qui sont pris dans leurs contradictions. Et justement, c'est un caractère qui m'a frappé dans le livre, où franchement, il n'y a pas de héros, où la narratrice elle-même, finalement, on aimerait qu'elle soit, entre guillemets, un peu mieux, un peu plus critique, mais quand tu analyses la réalité, c'est pas tout à fait ça. Elle n'est pas mieux que les autres, hein. Ou elle est... Voilà, elle n'est pas mieux que les autres, mais bon, lesquels autres sont la réalité. Mais ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, c'est que les personnages sont pas sympas. on va y venir. Et j'entends, et j'ai envie de répondre, mais pourquoi est-ce qu'un personnage devrait être sympa? Alors, je sais, il y a ce principe, mais je pense que je comprends. Il y a ce truc de, quand on est dans un livre, on s'identifie d'une manière ou d'une autre. Et parfois, il y a des phénomènes de rejet parce que moi-même, je peux être très très agacée par des livres que parfois j'arrive pas à lâcher en même temps. Mais il me semble que ça veut dire que ça fait écho quelque part, et je préfère un livre qui fonctionne dans le sens où il va susciter une émotion forte que des personnages sympas mais un peu incolores qui ne va pas déranger. Alors sans doute qu'il y a moyen de faire autrement, hein. Il y a sans doute moyen de s'identifier à des personnages intéressants, mais je pense que c'est aussi un truc qui vient de l'enfance, quoi. Dans les contes de fées, moi je préférais toujours les sorcières et les méchantes fées, et voilà. Donc je pense qu'on se refait pas. Moi je préfère les personnages maléfiques. Bon, c'est vrai que dans le roman, il n'y a pas un personnage qui rattrape l'autre. Il n'y en a pas un. Il y en a qui sont pires que les autres. Alors, quand même. incontestablement, il y a un dénommé Lecoq et qui porte bien son nom. Et puis, en fait, il y a une échelle. Oui, voilà, il y a une gradation. Il y a une gradation. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, mais
bon, bah, les femmes, elles sont mieux que les hommes dans ce roman. Et puis au final, pas tellement. Me suis-je trompé? Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui revient, c'est que les femmes occupent plus de place dans mes livres et elles sont plus agissantes que les hommes. Mon précédent livre, Sigma, j'avais essayé de contrer un peu le truc. Je m'étais attachée à avoir autant de personnages masculins que de personnages féminins. Et il y avait même un personnage masculin qui avait pris le pas. Et puis je me suis rendu compte qu'il avait exactement les travers de mes personnages féminins dans les autres livres, donc j'ai laissé tomber cette hypocrisie qui consiste à faire un roman paritaire. Et donc celui-là... Mais je pourrais aussi retourner le truc, c'est-à-dire que une femme va spontanément prendre des personnages, va spontanément mettre des personnages féminins au premier plan, et un homme va faire l'inverse. Et pardon, mais on le remarque même pas. Je pense par exemple à un auteur qui est très très important pour moi, qui est Jean Echnoz, qui a sorti un livre au début de l'année. Son dernier livre, c'est début de l'année. Moi, j'adore tous les romans de Jean Echnoz, certains plus que d'autres. Si vous regardez, voilà, pour moi, c'est un grand auteur contemporain. Si vous regardez la place des hommes, la place des femmes, c'est toujours les hommes au premier plan et les femmes sont dans l'ombre. Donc je pense que finalement, ça n'a rien à voir avec une forme de sexisme, c'est que simplement on s'identifie à ces personnages principaux et c'est très difficile de se mettre, c'est plus difficile de se mettre pour une femme dans la peau d'un auteur masculin, tout comme c'est très difficile de se mettre dans la peau d'un personnage dont on partage d'une autre nationalité, par exemple. C'est difficile pour un auteur français d'avoir un personnage principal japonais crédible. Je pense que c'est simplement des questions d'identification. Alors donc, bon, mais tu as dit que ça venait de loin, de l'enfance, etc. Bon, les hommes, les femmes, tous ces personnages, dans la graduation, sont finalement pas extraordinaires, mais il y a une place quand même importante des animaux. Donc, c'est rassurant. Alors, oui, en fait, les animaux, ils sont vraiment sympathiques, non? Je me rattrape sur les animaux. Il y a un chat et il y a un chien. J'aime bien transformer des invisibles en personnages. Dans mon premier livre, c'est une femme et son bébé de 3 mois. Et le bébé est un vrai personnage, enfin il y a une interaction entre... Parce que ça arrive d'avoir des bébés ou des petits-enfants dans les livres, mais c'est toujours un peu comme une plante verte, quoi. C'est qu'il est là ou il pleure ou quoi, mais il fait rien. Et pour moi, c'était très important que le bébé soit un personnage à part entière. Et là, il y a des adolescents qui jouent un rôle, qui sont un peu en fond de scène, mais qui jouent un rôle important, et il y a 2 animaux, ouais. Mais oui, mais combien de familles où les discussions au dîner sont polarisées par le chat ou le chien, voilà, c'est normal. Tant mieux. Alors il y a un autre aspect marginal qui m'a frappé, mais qui n'est pas si marginal que ça. L'alcool revient à une place quand même très très importante dans ton roman, hein, régulièrement la bière, le vin, le whisky. Alors bon, effectivement, il y a des caractéristiques quand même d'un large milieu particulier, mais ça m'a vraiment frappé. Et on pourrait noter les occurrences, il doit y en avoir 30, 40, 50. Alors, le problème principal de Scoop quand il arrive dans l'écoquartier, c'est qu'il se trouve plongé dans une obligation permanente de convivialité. Donc, en gros, c'est un apéritif permanent. Tout le monde s'invite chez les uns chez les autres. Et puis ça dérive petit à petit. Bref. Donc voilà, il y a l'alcool, la convivialité. Et puis au bout d'un moment, ça devient tellement difficile de survivre à cette convivialité si on ne veut pas y participer tout le temps, que la narratrice, oui, elle se met à bord de plus en plus, mais alors c'est simplement pour supporter cette convivialité cauchemardesque qui l'envahit.
Ok. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, bon, c'est un autre aspect, moi aussi, qui m'a intéressé. Alors bon, un milieu qui est vraiment marqué par l'individualisme. Hein, bon, derrière cette convivialité, on est tous frères, on est tous copains, on va faire une véritable communauté dans cet éco-quartier. C'est vraiment l'individualisme. Tu mets en évidence le sans-gêne d'une façon remarquable. Alors bon, moi ça m'a frappé personnellement parce que bon, pour un certain nombre de raisons, mais justement quand on leur marche sur les pieds, alors là c'est l'appel, comment on ose avoir cette tyrannie, voire le fascisme, bon, et alors là on entre dans un autre champ qui est l'humour, parce que bon, c'est tellement grotesque qu'on en sourit, mais bon, qui est quand même également une caractéristique majeure comme produit de l'individualisme. Bah, c'est grotesque, mais toutes les histoires de voisinage, à part l'histoire du chat là, qui est poussée jusqu'à l'absurde, c'est vrai, les histoires de voisinage, c'est toujours grotesque, mais c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. C'est des gens qui deviennent fous parce que les pommes du voisin tombent du côté de leur jardin, ou qui deviennent totalement obsédés par des bruits de l'autre côté de la cloison, ou au-dessus, ou en dessous. Et donc il y a des réflexes complètement primitifs de territoire qui se mettent en place. Alors, il y a ça chez la narratrice, mais la narratrice, elle est réellement victime du fait qu'elle n'a plus de refuge. Enfin, il n'y a vraiment plus cet abri. Son habitat n'offre plus de refuge. Et les autres personnages, oui, ils sont peut-être plus dans cette contradiction entre les valeurs affichées, mais en fait, c'est pour ça que le titre du livre est ce qu'il est. C'est on accède à la convivialité et à un mode de vie plus écologique, mais en même temps, on est dans la propriété privée. Enfin, c'est aussi... d'ailleurs, à plusieurs reprises, ils se rappellent qu'ils ont fait un bon investissement parce que sans doute que les prix vont monter et qu'ils ne vont pas forcément vivre là toujours, mais ils feront une plus-value en vendant. Enfin, voilà, c'est la convivialité, mais bien réfléchie quand même. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est une remarque que je me suis faite. Bon, il n'y a pas beaucoup de romans sur le voisinage. C'est véritablement le voisinage. Donc, c'est un roman sur le voisinage. Et donc, original déjà sur cet aspect-là. J'en ai pas tellement lu, c'est vrai. Par contre, le voisinage, c'est les séries américaines, et même les films, mais surtout les séries, c'est une surdose. La mise en scène du voisinage dans ces banlieues très léchées, très désirables sur le papier, je pense que c'est plus américain. Ça. Petite lecture. D'accord. Comme ça nous permet de rentrer réellement dans le roman dont on ne racontera rien. L'appartement était resté dans son jus d'après-guerre. Tout me semblait vétuste, de l'antique chauffe-eau dont je craignais qu'il mette feu à l'immeuble chaque fois que je l'entendais s'enclencher depuis la douche, au garde-manger encastré dans le mur de la cuisine où les ménagères stockaient les provisions avant l'ère du réfrigérateur. Mais il se trouvait à proximité d'excellents commerces de bouche. J'y faisais un saut avant de remonter pour observer la lente mort des feuilles, pour attendre. Je me nourrissais d'œufs en gelée, de salade piémontaise, des plats pour célibataires, puisque c'était, après 30 ans, ce que j'étais redevenue. Je n'avais plus rien à voir avec celle qui avait vécu à Paris avec toi, qui avait rêvé d'une vie meilleure dans une maison à nous, puis qui avait été chassée de son rêve par des forces obscures. J'étais une femme seule qui mangeait de la salade piémontaise dans une cuisine inconnue, attendant qu'on lui rende sa vie d'avant, ou qu'on lui en offre une autre plus acceptable. Oui, alors on a parlé beaucoup de sociologie finalement, mais c'est un vrai roman, hein, un bon roman, c'est-à-dire avec une véritable intrigue. Bon, là, on va peut-être aborder quelques aspects justement
du style, du roman lui-même. Alors, et j'ai retrouvé ce que j'avais lu, j'en ai lu 2 autres que tu as écrits, et la même ambivalence entre un roman normal entre guillemets et un roman noir. C'est-à-dire, il y a, on ne sait pas si on a affaire à une intrigue il y a un aspect d'intrigue policière, et puis d'une intrigue de roman, et on a l'impression que tu vas de l'un à l'autre. Je pense que c'est ce qui m'a plu d'emblée dans les romans de Jean Schnoz et qui m'a aidé à écrire au départ. C'est cette façon d'utiliser une trame policière qui donne un cadre, mais vraiment peut-être au sens psychanalytique. Enfin, c'est un cadre thérapeutique, c'est un cadre je sais pas, un cadre sécurisant, parce qu'on a tous en tête les ingrédients du film policier. On sait que c'est réaliste, mais pas tant que ça pousse à l'extrême des situations de nos vies courantes. Je pense notamment aux faits divers. Enfin voilà, ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous, mais en fait, ça n'arrive qu'à très très peu d'entre nous. Donc c'est comme si ça fournissait un cadre dans lequel on peut travailler plein de choses qui seraient finalement beaucoup plus dures à aborder directement. Ouais, je pense. Je me vois pas affronter directement un thème psychologique ou un thème de société. Il me semble que ce serait trop brutal et que je dirais des choses peut-être pas justes, alors qu'en les mettant en scène à travers une intrigue, finalement ça prend corps et puis ça permet peut-être plus de nuances. Alors dans tous les cas, moi je considère que c'est une très très belle écriture, et donc une certaine ambivalence sur laquelle j'ai posé la dernière question, mais une autre entre réalité et puis, j'ai pensé au surréalisme. C'est-à-dire que cette réalité, il y a aussi autre chose. On a du mal à la saisir, et ça fait que, mais continuellement, tu passes du coq à l'âne, il y a des très nombreuses incidentes où cette réalité, elle se complète par une surréalité. Donc moi, ça m'a fait penser au roman surréaliste. Donc je divague ou... Mais je peux donner un exemple, parce que c'est... Il n'y a quand même pas de fantastique où... Le fantastique, c'est pas un univers avec lequel je suis à l'aise, mais peut-être c'est une manière d'exacerber certains contrastes. Il y a un problème avec l'herbe, par exemple. L'herbe dans l'écoquartier, elle est toujours très verte et elle est inusable. Elle se redresse de façon impeccable, même on piétine, il fait chaud. Enfin voilà, le gazon a l'air maléfique, et je pense que j'utilise le mot à certains moments. Mais c'est plutôt comme si des objets se retournaient contre les personnages, mais il se passe, à mon sens, pas grand-chose de réellement fantastique, sinon dans la perception des personnages principaux, mais qui imaginent des trucs, enfin qui deviennent au bout d'un moment un peu paranoïaques. Là, tu as évoqué Schnoz. Moi je ne connais pas grand-chose. J'ai lu son dernier roman, moi personnellement ça m'a plu, et c'est bien dans les romans des éditions de Minuit. Mais ça m'a également fait penser, même si je suis très circonspecte sur les influences, et puis surtout je n'ai pas les compétences pour réfléchir là-dessus, mais comment il s'appelle, René Calais. Oui. Tu le connais, Calais? Henri Calais. Henri Calais, je confonds. Oui. Oui, tout le monde me dit qu'il faut lire Henri Calais, je ne l'ai pas lu. Oui,
Alors nous, c'est une belle découverte de Gilles il y a 3 ans qui nous a fait redécouvrir Henri Calais, et puis en l'espace de 3 mois pour ma part, j'avais tout lu Henri Calais. Il n'a pas fait un livre sur la Suisse, non Sur la Suisse, il a beaucoup fait de livres sur Paris. C'est un marcheur. C'est un marcheur dans les rues, c'est un observateur. Et puis, tu vois, ça sera peut-être une découverte pour toi. Ce serait une influence a posteriori. Voilà, une influence a posteriori, mais j'ai retrouvé le fait j'évoquais ces incidents, de passer du coq à l'âne, dans cette impression de surréel, etc. Et vraiment, je me suis dit, mais bon, elle doit connaître Henri Calais, que maintenant je mets sur des hauteurs. Bon, ça c'est... bon. Donc, et parfois, on a lu des auteurs qui ont lu Henri Calais et on est influencé par Henri Calais à son insu. Non, ça, c'est un truc, c'est mystérieux, les influences, parce que on peut pas, c'est difficile à les cerner directement parce que voilà, on est. Enfin, voilà, le style se transmet aussi de façon. Enfin, c'est très poreux entre les auteurs. On va mener l'enquête. Et donc, incontestablement, tu as du recul par rapport à ce que tu as écrit. Et puis, ce qui crée cet humour, les ingrédients que j'ai évoqués. Et donc, comment tu vis cette écriture où tu as envie de faire sourire Ma plante naturelle, c'est l'ironie. Donc, ça, j'ai pas de mal à introduire de la distance, on va dire. Mais il faut que j'y fasse très attention parce que dans mes premières versions, j'en fais trop. Et je me dis, bon, c'est pas grave parce que je réécris beaucoup. Et j'élimine et j'élague parce que, l'ironie, il faut vraiment doser, sinon c'est insupportable. Enfin, ça introduit, sinon on a l'impression qu'on est à la distance de tout, ça devient. Et je fais vraiment la différence entre ironie et cynisme. Alors, je veux surtout pas tomber du côté du cynisme, j'essaie de m'arrêter avant. Dernière lecture. J'ai été touchée que malgré la charge d'un ménage si considérable, le couple se réveille des soirées à 2. Puis j'ai été intriguée par la posture d'Alban. Fixant désespérément son assiette, il semblait endurer le poulet basquez comme on purge une peine carcérale. Car Inès avait beau s'enorgueillir de sa progéniture, de sa déco-design et généralement de toute sa personne, elle avait aussi besoin d'être valorisée en tant que femme. Une femme avec un grand F, dans la pleine mesure de sa féminité épanouie, parce que les hommes me regardent, sais-tu Alban, comme tu ne me regardes plus, et si tu ne me regardes plus, je meurs. Oui, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes, Alban, ou je me tue. J'ai pensé qu'Alban n'avait vraiment pas de couilles. Elle lui présentait la solution sur un plateau, et au lieu de s'en saisir, de cesser définitivement de la regarder, puisque c'était apparemment le moyen qu'elle disparaisse à jamais, il plongeait le menton de plus en plus bas vers son assiette trempée de sauce, prêt à courber les chines jusqu'à la mort, plutôt que de se révolter. C'est pas très féministe comme passage. Non, mais je crois qu'il lui donne le ton largement de ton style. Dernièrement, c'est pas une question, mais le terme de fable m'est bien survenu à la relecture de Propriété privée. Qu'en penses-tu? Oui, j'aime bien. C'est justement cette idée de prendre des situations ordinaires et de mettre une loupe sur des détails jusqu'à ce que ça devienne absurde, mais comme la vie ordinaire peut devenir absurde. Et il y a aussi dans l'idée de fable le côté dépouillé, concentré sur finalement peu de choses qui me plaisent. Très bien, enfin, moi, voilà, j'ai épuisé mon questionnement, mais des remarques, des questions, des interrogations sur un texte, un roman qui le mérite et qui les suscite. Des réclamations, mais... Comment ? Des réclamations éventuelles. Un remboursement. Mais il y en a qui l'ont lu, justement, et donc, ce que je disais au début, que bon, j'ai eu des discussions.
à ce propos, très controversé, tout en sur la base d'une qualité du roman. Moi, je veux bien dire deux, trois mots. Je suis pas spécialiste, on va dire, des polars, mais alors bizarrement, je l'ai lu comme deux livres. Comme la moitié du livre que j'ai adoré, vraiment super, cet humour sur les voisins. Enfin, j'avais l'impression que je partageais. Je pensais à une amie qui a ce type d'humour, je lui ai offert d'ailleurs, elle a bien aimé. Et la deuxième partie, j'ai perdu pied. Le ressenti que j'ai eu. Alors je pense que c'est parce que peut-être je ne suis pas habituée au polar, enfin, à cette forme d'écriture. Enfin, j'ai perdu pied, je ne comprenais pas où allait l'auteur. Voilà, c'est tout ce que moi j'en ai. J'ai beaucoup aimé. Oui, mais c'est vrai, il y a deux parties dans le livre. La première, c'est l'installation dans l'écoquartier, et la deuxième, la première partie, donc on commence avec le problème avec le chat, et puis après il y a un flashback jusqu'au moment où on revient au chat, et que va-t-il arriver au chat. Et après, l'intrigue avance et ça devient plus policier. À vrai dire, j'entends complètement ce que vous dites et c'est en même temps un peu douloureux parce que moi, la partie que j'ai préféré écrire, c'était la deuxième. Où là, je me suis vraiment amusée. Alors que la première partie, l'installation sur l'écoquartier, il y a des choses observées qui m'ont été tellement désagréables que ça a été un peu rude d'écrire cette partie. Même s'il y a de l'ironie, en fait, c'était pas léger pour moi. Et la deuxième partie, j'ai senti le moment où ça partait vraiment dans la fiction, qui est pour moi vraiment importante. Et peut-être que c'est aussi lié à il y a une ambiguïté sur la fin. Alors, je ne vais pas raconter la fin, mais j'ai tendance à faire des fins qui ne sont pas complètement résolues. Et celle-ci, pour le coup, n'est pas complètement résolue, mais elle n'est pas résolue à dessein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont résolues, des choses de l'intrigue, l'histoire du chat, notamment, ça, on sait. Et quand j'arrive à la fin de ce livre, je me disais, mais il y a deux personnages féminins avec lesquels j'en ai pas terminé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis gardé sous le coude pour la suite, qui n'était pas vraiment une suite, mais enfin voilà, j'avais déjà l'idée que j'allais résoudre certaines choses dans le livre suivant. Et peut-être qu'il y a, voilà, j'ai des remarques sur la fin qui étaient liées au fait que un peu là, on pense que ça va être résolu, et là, tout n'est pas résolu. Moi, j'ai même demandé à mon éditrice si on pouvait mettre un petit. Je plaisantais à moitié, je voulais mettre à suivre. Alors, évidemment, sans recevoir total. Bon. Personnellement, moi, j'ai bien apprécié cet aspect-là. Justement, d'une fin qui n'en est pas une, où les hypothèses sont posées. Et c'est vrai que dans la deuxième partie, bon, il y a donc cette intrigue policière qui avance, mais où, d'un certain côté, les éléments producteurs d'humour sont encore plus importants de mon point de vue que dans la première partie. Donc, comme moi ça me plaît, donc tu vois ça selon les lecteurs. Oui, oui, je n'ai pas lu votre livre, j'ai simplement écouté les extraits. J'aime beaucoup votre style, il y a une économie de mots, j'aime beaucoup. Merci. Mais qui dit l'essentiel, très percutant. Puis là, il y a un mystère avec ce que dit la dame, ce que tu dis. Ça donne envie de le lire, justement. Alors, ensuite, une fois que vous l'aurez lu, vous nous enverrez à chacun. Bon. Oui, Nicolas? Oui, moi, j'ai pas encore terminé le livre, là, je suis au début, mais une chose m'a beaucoup plu. D'abord, c'est l'ironie le ton un peu humoristique, pas humoristique, mais ironique, qui m'a fait plutôt penser plutôt à une satire qu'à une fable. Et tous les débuts de chapitre, en tout cas,
jusqu'au moment où je suis arrivé, ont un point commun, c'est qu'ils tournent tous autour d'une sorte de jeu de mots, une mise en situation d'un élément. Par exemple, au début c'est le chat, après c'est les soucis, je sais pas quoi, le chat. Il y a un camion qui stationne sous la fenêtre et qui ronronne. Alors évidemment, on retourne au chat. Alors c'est drôle parce que cette histoire de soucis, en fait, elle dit que pour... c'est les fleurs. Hein. Elle dit qu'elle a offert à son mari pour ses 50 ans des soucis. Elle prend un soin maniaque à entretenir les soucis. Et je me demanderais que finalement c'est une suite de frustration que vit la narratrice à chaque fois qu'elle a une voisine qui vient, qui lui fait goûter un plat, ou alors même chez elle avec son mari, à un moment elle casse un plat qu'elle piétine, elle se blesse, c'est pas pourquoi. Et je me suis demandé, n'ayant pas encore lu la suite du livre, si ce projet de meurtre du chat n'était pas en fait parce qu'elle concentrait sur cet animal toutes ses frustrations et tout ce qui l'énervait dans la vie. Ah bien sûr, oui, le chat, en fait, il paye, c'est le seul innocent de l'histoire, avec le chien qui arrive plus tard. Mais oui, il cristallise. Le problème du chat, c'est qu'il ne respecte pas la propriété. Il matérialise cette transgression permanente, il passe d'un jardin à l'autre. Et même quand elle entend plus ses voisins, quand elle arrive à faire abstraction, il y a toujours le chat. Donc il trinque pour tout à fait autre chose. Alors moi, je pense que je vais acheter votre livre et le lire attentivement dans le train qui veut me mener à ma campagne. 5 heures de train, et j'arrive dans un village où le voisinage est absolument insupportable. Alors, peut-être la campagne est un grand écoquartier. Alors, pour exemple, notre voisine de gauche, nous l'appelons la tueuse en série. Et notre voisine de droite, nous l'appelons la voix, VOIX. Et on lui dit même The Voice, pour être un peu bilingue quand même. Voilà, donc le voisinage à la campagne est quelque chose d'horrible. Et je crois que la campagne, c'est le cadastre. Le cadastre, et encore le cadastre. 10 cm chez le voisin, 10 cm non, votre haie. Alors en plus, nos voisins de gauche, donc la voix, est obsédée par la haie. Et je me rends compte que dans le mot haie, il y a le mot haïr. Voilà. Mais oui, c'est pas du tout des comportements qui sont spécifiques à l'écoquartier. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette génération, cette population qui est quand même. Il y a aussi quand même un effet de génération, c'est un truc de l'époque où ils pensent avoir dépassé tous ces comportements archaïques où oui, on mesure la hauteur du mur, et en fait, ils retournent exactement à ça, aux mesquineries de vie de village. Ouais. Et je dois ajouter qu'on ne fait pas du tout d'apéro en commun, et on finit par boire tout seul. Je pense ça. C'est pour ça qu'on n'est pas resté. Mais vous y retournez quand même. Ah, on y va, oui, mais bon. Ouais. Avec modération. On achète le cubiténaire de rosé, le cubiténaire de rouge, et ça doit nous faire le mois. Voilà. C'est exactement ça, l'alcool devient nécessaire. Ah, mais alors, Non, mais c'est pour ça que j'insistais sur ce point-là. On en reste là. Oui, c'est un HLM à l'horizontale. Bobo dans le sens où tu le disais, mais on a tous, quand on vit dans des bâtiments communs, ces problèmes de voisinage, de heurts.
c'est la voisine qui vient regarder à la fenêtre de l'autre ce qu'elle fait. Je le vois, hein, moi. Bon. Et si je le vois, c'est que je regarde par la fenêtre. Oui. Non, mais voilà. Alors, ce qu'on reproche aux uns et aux autres, on le fait soi-même. Peut-être pas avec les mêmes intentions, peut-être pas d'intention de nuire, parce qu'il y a quand même une certaine solidarité. Je ne sais pas si dans le quartier il y a une solidarité. À la fin, il y a quand même un ou deux petites personnes. Une soirée qui se rachète un tout petit peu à la fin. Un petit peu, mais finalement, tu as du mal à ce qu'il se rachète complètement. Oui, mais bon, il faut un petit pas en avant quand même. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est la vie de tous les jours, racontée peut-être avec sarcasme, plutôt que d'ironie, en même temps. D'accord, sarcasme. Oui, moi j'ai pris comme un sarcasme, plutôt que d'ironie. Voilà, mais c'est sûr que c'est intéressant, parce que c'est des problèmes de voisinage, c'est nos problèmes de tous les jours. Alors dans le HLM, il n'y a pas la question de la propriété. Mais il y a un quartier pas loin d'ici où c'est moitié HLM et moitié propriété. Je peux vous dire qu'il y a des problèmes. il y a des conflits entre eux. Mais juste sur ce que vous disiez là, vous voyez ce que fait votre voisine, c'est bien que vous regardez. Mais c'est exactement ça en fait. Mais c'est le problème de la vie de village, c'est qu'on ne peut pas ignorer ce que font les gens. Il y a bien un moment où on va se tenir devant sa fenêtre, et comme c'est toujours les mêmes personnes qui circulent à la même heure, ben on sait très bien qui fréquente qui achète le pain, qui fait. Enfin voilà. Et donc le personnage principal, elle devient espionne malgré elle en fait. Et puis au bout d'un moment, on y prend goût parce que ça devient intéressant. On va peut-être laisser un moment là pour la dédicace du livre. Vraiment, une nouvelle fois, je vous encourage à lire. Puis dans tous les cas, bon, je te remercie d'être venu. Aussitôt qu'on t'avait croisé à la fête de l'UMA, eh bien, d'avoir répondu favorablement à notre demande. Et puis d'être venu dans notre lointaine banlieue d'Argenteuil, où il y a des écoquartiers et des cités populaires. Et donc, on te remercie beaucoup d'être venu. Voilà. C'est vrai, merci beaucoup.